Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Après un épisode solo la semaine dernière, nous voici de retour, l'équipe au grand complet avec Elena. Bonjour Elena. Et bonjour. Avec Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Et avec Mage. Bonjour Mage. Bonjour Mage. C'est toi Mage. Effectivement. On se retrouve cette semaine avec une formule légèrement modifiée dans la mesure où cette fois-ci, nous aurons toujours nos actualités, mais on a décidé de chacun avoir son propre sujet d'actualité qui sera traité par celui ou celle qui l'a récupéré et qui veut bien le traiter. On va pouvoir de toute manière commencer par le petit rituel de mesdames et messieurs, à quoi avez-vous joué cette semaine? Je t'en prie, Étagère, à toi l'honneur. On commence par moi. Ouais. J'ai fini le donjon de Naolbuck, qui était disponible sur le Game Pass. Je l'ai fait sur Series X. C'était vraiment extrêmement bien. Mais c'était terriblement franchouillard. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le jeu? Alors c'est beaucoup de stratégie, mais disons que l'esprit très loser des personnages du donjon de Naolbuck se retrouvent beaucoup dans ce jeu. Tous décident un petit peu à l'aléatoire, et c'est à la fois terrible et formidable. Dans le jeu, tes personnages sont maudits par le dieu de la loose, et tu commences à apprécier le jeu à partir du moment où tu pars du principe qu'en effet, tout va échapper à ton contrôle, alors que c'est un tactical RPG. Tu t'es senti loser? Bien sûr, Évidemment. mais ça fait partie du jeu. Elena, tu as joué à quoi toi cette semaine? Alors cette semaine, moi j'ai joué à Fire Emblem Warriors Three Hopes. Bah c'est marrant parce que c'est la première fois que je joue à des licences de Warriors. Et Les licences de guerrier? Et franchement c'est pas mal. Même si globalement au début tu te dis bon déjà y a trop d'informations à digérer, trop de choses à comprendre comment ça fonctionne, toutes les touches etc. Et tu te perds un peu dans la quantité d'ennemis mais... à la fin, bah c'est sympa, ça fait une fanfic très sympa sur Fire Emblem. Donc l'arbre des maisons, c'est ça? Tree Houses. L'arbre de la maison. L'arbre de la maison. Exactement. Pas du tout. Mais Attends. du coup, j'imagine qu'il aura trois routes à faire aussi dans ce jeu-là, comme dans le Tree Houses. Donc ça va être long. Mais non, les Treehouse, c'est les trucs de Nintendo, c'est les démos. Oui. Après, c'est la cabane dans Je l'arbre. crois que c'est Three Houses. Non, mais c'est pareil, mais moi, non, mais il y a des mots-clés comme ça qui font revenir des trucs en rapport avec Nintendo. Oui. Comme Il y a par les hasard. arbres. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc c'est tout? Ouais. Et toi Victor, tu as fait quoi cette semaine? Ah mon chou, moi j'ai joué à Cyberpunk 2077, encore. Ça fait 2 ans que tu fais ça. Ça fait... Ça fait 2 ans que j'ai joué. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec l'animé qui est en train de réhabiliter le jeu, finalement? Ah, si, bien entendu, mais on en a déjà parlé. Mais oui, je joue à ça, je joue à Minecraft aussi. Un peu de Minecraft. Ouais, j'ai vu. Quoi d'autre? Red Dead Online, toujours. Oh là là, mais Toujours, t'es terriblement triste comme garçon. Bah écoute, moi, dès que je suis sur mes acquis, j'y reste, je veux dire, je me fais plaisir, c'est pas grave. Y a pas de jeu... Enfin, moi, actuellement, il y a pas de jeu qui m'intéresse. Il y a Grounded qui vient de sortir officiellement, peut-être, à la rigueur, qui va m'intéresser. j'aimerais bien y jouer, mais je me vois pas y jouer tout seul. Ah bah c'est pas fait pour jouer tout seul, donc t'inquiète pas. Ah, On trouvera des bah solutions. dis-moi quand il joue. On se fera ça. Mais voilà. C'est assez calme, semaine assez calme pour moi. Moi, ça fait plusieurs semaines d'affilée que c'est pas calme du tout et que Ça bouillonne. je maintiens le 3 à 4 heures de jeu par jour. Et oui, et j'y arrive. Il y avait Soul Hackers 2 qu'il faut que je reprenne, que j'ai un petit peu parlé la semaine dernière. Les pirates de l'âme. Les pirates de l'âme. Comment on peut dire hackers? Les détourneurs des âmes? Bah non, les pirates, hein, moi ça me Pirates paraît... Ouais. Toi, hack, c'est Les tout de suite pirate. comprometteurs. Les comprometteurs d'âme. Les comprometteurs d'âme. Non, mais alors celui-là, j'ai pas trop touché, mais il faudrait que j'y retourne. Ma semaine, c'était Valkyrie Elysium que j'ai terminé Bravo. sur PlayStation 5, dont j'en ferai une vidéo sur Singe Pourpre pour vous expliquer un petit peu tout ça avec Étagère qui sera là pour m'accompagner parce que tu as fait une vidéo sur Valkyrie. Oui, Profile. Profile, Profile. Même pas les nets, hein, juste Valkyrie Profile. sur PS1. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant que tu sois présent pour m'épauler, alors que tu connais pas du tout le jeu Oui. Valkyrie Elysium. Mais je m'étais dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. C'est un jeu moyen plus, qui rentre dans cette catégorie des 14 sur 20, tu vois, que moi j'aime bien, mais qui a quand même de sérieux problèmes de rythme, qui se base sur son expérience essentiellement, sur son gameplay qui marche bien, mais tout le reste ça va pas. Donc c'est dommage à ce niveau-là, mais je reviendrai en détail je pense sur Singe Pourpre. Donc abonnez-vous à Singe Pourpre si vous voulez avoir mon point de vue plus détaillé là-dessus. Et là dernièrement, j'ai relancé et j'ai bien fait une grosse partie hier soir de Splatoon 3 pour avancer dans
dans le solo, que j'ai presque terminé aussi, d'ailleurs, pour le solo. Et puis une fois que j'aurai fini ça, je pense que je ferai 2-3 parties, je pense sur 2 ou 3 semaines, par-ci par-là en multi, pour pouvoir préparer un test pareil de Singe Pourpre, mais plus sur la durée, pour pouvoir faire des parties de multi, quoi. Donc tout ce que le jeu a proposé une fois que j'aurai terminé cette partie solo qui est vachement sympathique. Pareil, parfois peut-être un petit peu répétitive, parfois très difficile. Il y a des moments, des passages, le mode solo, il fait office de tuto, mais il veut bien te mettre dans le bain, de bien t'apprendre à maîtriser ses mécaniques de gameplay, ses mécaniques des armes, etc. Donc il y a des fois, c'est un peu tendax, mais j'aime beaucoup. C'est très très cool et c'est très fluide, étonnamment très fluide, ce Splatoon 3. Voilà grosso modo ce que j'ai fait moi cette semaine, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve. Oui. J'en profite du coup maintenant qu'on a fini tout ça pour faire un petit point sur ce qui va se passer ces prochains jours. L'actualité du podcast. Actualité du podcast et nos actualités aussi. Je vous ai dit, il va y avoir des vidéos sur Singe Pourpre podcast, sur Singe Pourpre pardon tout court. Donc abonnez-vous à Singe Pourpre. Mais on a sorti aussi un podcast, le premier podcast que j'ai réalisé avec Silver sur Immortality, disponible exclusivement aux contributeurs et contributrices de Patreon, qui est disponible si vous voulez aller l'écouter. Il s'agit d'un podcast bonus. Bonus. Ouais, bonus. Si je veux rajouter des T, tu sais, c'est comme le mot, les quêtes annexes. Les quêtes annexes. Je rajoute next et je rajoute des T. Bref, c'est un podcast bonus dans lequel on discute d'Immortality, le jeu de Sam Barlow en FMV avec Silver. Si vous êtes intéressé, allez-y là-bas. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave, rassurez-vous, ça reste bonus. C'est pas un podcast qui changera vos vies, même si j'ai extrêmement adoré le jeu. Je pense que j'en ferai un petit test sur Singe Pourpre aussi, lorsque j'aurai un petit peu plus le temps, quoi qu'il advienne. C'est à partir de 3€ par mois pour celles et ceux qui sont intéressés. Ça permet de soutenir l'équipe, la chaîne et tout ce qu'on fait aussi, donc merci à tout le monde si vous pensez à faire ce petit soutien. Au rang des actualités, je serai présent samedi et dimanche, mais samedi uniquement avec Mage pour Animasia à Bordeaux. Tu seras présent aussi? Attends, c'est Animasia le Haillan ou non? Non, c'est absolument pas Haillan. Pas du tout le Haillan, c'est Animasia. Ça fait quelques années qu'ils ne sont pas du tout à Haillan. Ouais, là, c'est le parc d'exposition. Mais c'est l'habitude, c'est l'habitude. Ouais, c'est le parc des expos. Non, moi je serai pas là. D'accord. Mais là, normalement, au moment où vous écoutez ce podcast-là, on est déjà samedi. Donc, si vous êtes là, essayez de tenter votre chance. Peut-être qu'ils sont encore là. Au sommaire, cette semaine, qu'est-ce que nous avons de beau, mes très chers amis? Toujours en bref. On va parler de cette actualité qui fait battre le cœur des gens, mais rapidement parce qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus finalement. Je vous parlerai de la fermeture de Google Stadia. Ensuite, nous aurons notre très cher Mage ici présent qui vous parlera de la roadmap de CD Projekt. S'enchaînera le lancement raté d'Overwatch par Elena. Enfin, d'Overwatch 2 par Elena. Et enfin, on terminera par Étagère qui vous parlera des fesses de Super Mario et du film qui va être annoncé ce soir. On aura le premier trailer. Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes sur Singe Pourpre podcast et avec les Blast News. Accrochez-vous à votre slip, ça commence maintenant. En bref, cette semaine, on a eu le droit à quoi? On a eu le droit à du Flight Simulator, déjà, dans un premier temps, puisque des joueurs ont réussi à surprendre un petit peu tout le monde, en proposant une petite virée au-dessus de l'ouragan Yann, qui frappe actuellement les États-Unis, la Floride, donc les côtes de Floride. L'occasion de se rendre compte qu'il y a beaucoup de Floridamens qui peuvent discuter de l'ouragan. J'espère qu'ils s'illustreront pendant cette période aussi. Rien que le principe d'aller survoler un ouragan, c'est très Floridaman en soi. Un homme de Floride survole un ouragan. Oui, donc, enfin, ça reste toujours le petit côté de curiosité morbide de voir comment ça se passe. Par contre, ce qui est impressionnant aussi, c'est la rapidité des mises à jour faites par Flight Simulator, pour le coup. C'est pas des mises à jour, c'est la météo en temps réel, donc pour le coup, c'est normal. Dans Flight Simulator, ce genre de truc. C'est le jeu en fait. T'imagines qui se base s'ils sur doivent faire des mages pour lancer des ouragans, les mecs. Oui, mais il y a tout l'immobilier qui est cassé, les immeubles, etc. Ça, ils le voient aussi, non? Moi, je crois pas qu'on puisse voler aussi bas pendant les ouragans, justement. Non. Parce que tu peux pas descendre, tu peux aller au-dessus, je crois pas que qu'il y ait de la destruction, ce serait terrible. Là, ça serait vraiment bizarre. Non, c'est juste au-dessus. Ce qui est très beau en vrai, hein. T'as l'impression d'être sur un genre de coussin. Je pense que si tu descendais,
tu meurs pas, mais tu dois avoir une sorte de soft lock. Et surtout que si t'arrivais à descendre, tu verrais la Floride normale, dans la mesure où ça doit pas être mis à jour à ce point-là. Oui, bah non. Tu sais, c'est le Flight Simulator, le terrain de jeu, c'est toute la Terre. Hein, bah, je sais. Ça se base sur les on en avait parlé dans une vidéo. Ouais. Où il y avait eu un bug et qu'il y avait un immeuble qui faisait genre 70 étages en plein milieu de nulle part. Il se base sur les données des villes pour faire les bâtiments, donc rien à voir avec l'état des bâtiments actuels. Il y aura pas de mise à jour là-dessus en tout cas, et c'est tant mieux parce que ça serait vachement bizarre, je trouve. Mais voilà, c'était assez cool. Si vous voulez faire un petit tour et voir tout ça, ça reste toujours. toujours. Je sais pas s'il y a encore actuellement. Je sais pas. Bah, regardez les vidéos en tout cas, qu'il y en a qui pullulent sur Twitter. Mais voilà, si au moins vous avez le Game Pass, si un jour il y a une tempête, tu peux te dire moi je veux aller voir ma tempête. Mais c'est du ma coup, tempête à moi. je me pose la question. Vous pensez que les météorologues, ils ont eu la joujotte d'aller vérifier comment ça se passe, parce que du coup c'est la solution parfaite pour observer finalement le... Alors si la simu est bien faite, oui, effectivement. Alors, pour le reste... J'espère, au vu de l'état de la simulation, que les météorologues ont des outils plus précis que Flight Simulator à leur disposition. Oui, mais là tu peux plonger en 3D dans c'est le la fin de l'abondance. Ouais, mais pour moi la météorologie, tu vois, c'est un truc un peu sérieux, donc je me dis... Oui, mais ne serait-ce que quelque chose d'assez sérieux oui, aussi, ne serait-ce que pour observer, ne serait-ce que je sais pas moi, t'as peut-être pas des données, des mathématiques précises, mais t'as les concepts physiques, etc. qui peuvent être là, qui peuvent moi, être sympas. Moi, je pense que c'est juste visuel, mais bon, ça, encore une fois, j'ai pas joué à Flight Simulator et c'est pour ça qu'on l'a foutu en bref, donc oui. n'hésitez pas à nous le dire en commentaire d'ailleurs. Hein, si vous l'avez fait, si vous l'avez vu. Super énervé qui va arriver en commentaire. Mais c'est la vie, Flight Simulator. Je vous jure, c'est exactement les mêmes datas. Vous êtes complètement fous. Bon, en tout cas, on vous rappelle que c'est français. Ouais, c'est bordelais. Du coup, bah bravo. C'est bordelais même. Cocorico Canelé. Ah, en bref, toujours, c'est Disco Elysium. Donc là, je te laisse la parole parce que je t'avoue que j'ai pas lu. Oh non. Bah écoutez, moi je vous rapporte vite fait. Donc pourquoi déjà cette news elle est dans le podcast et dans les news en bref. Donc pour ceux qui se souviennent, on a fait un podcast dessus qui est disponible encore sur la chaîne de Singe Pourpre Podcast. Mais Disco Elysium, c'était quand même le jeu de l'année 2019 sur PC. Oui, l'année de sa sortie. Et c'est vraiment, oui, c'est un excellent jeu. Là, les soucis, c'est que ils sont censés travailler sur la suite et on nous apprend que une bonne partie de l'équipe, on va dire du cœur de l'équipe du développement du premier jeu, bah ils sont partis. Elle me brise le cœur, Elena. Elle me brise le cœur. Elena, qui est partie, Elena? Et donc du coup, parmi les personnes qui sont parties, et en réalité, ça fait déjà un moment en fait, parce que là, ils ne font que confirmer leur départ, mais il y a Alexander Rostov, il y a Robert Kurwitz et Hélène Hindper. Oui, bon alors du coup je repositionne un peu parce que j'avais préparé des trucs là-dessus pour l'ancien podcast. Oui. Ça va faire mal quand je vais vous dire les termes. Robert Kurwitz, c'est le créateur, c'est celui-là qui s'est inspiré de sa vie, etc. Donc l'homme qui a beaucoup insufflé c'est de son alcoolisme, de ses idées sombres, etc. Et alors Hélène Hindper, c'est elle qui avait écrit une bonne partie du lore. Et Alexander Rostov, c'est lui qui a fait les magnifiques designs, tu sais, des la peur, la colère, etc. Ah ouais, donc c'est pas anecdotique. C'est le lead designer, je crois, oui. Oui, donc on est vraiment... Là, je ne sais pas à quoi ressemblait Disco Elysium 2, pour être honnête, après ça. Hein. Mais c'est pour ça que j'avais dit, c'est le cœur de l'équipe, ils sont partis. Ah, et ça fait... là, c'est carrément c'est la base, oui, c'est lui qui a... Bah, il reste l'équipe autour. Bah, l'âme est partie, quoi. Oui, voilà, en fait, la structure est là, mais pour moi, l'âme est partie avec sa petite sœur. Elle connaît sa peine et sa douleur. Donc, à voir ce que sera la suite, mais là, moi, ça me fait... Moi, rien d'avoir perdu la petite griffe d'Alexander Rostov, ça me fait mal, tu vois. Mais apparemment, ils disent que l'équipe de développement est censée arriver sur un bon résultat avec les bases qui ont déjà été faites. Mais ça fait quand même un moment que ces 3 personnes-là ont quitté le studio et que du coup, bah, la suite, ou en tout cas le nouveau projet, parce qu'ils disent pas vraiment la suite, mais plutôt un nouveau projet, il avance, bah, sans eux. Oui, bah, ça fait mal. D'autant plus qu'ils disent que c'est un départ involontaire. Je ne sais pas ce qu'est un départ involontaire. Oui, il y a pas de... Moi, je comprends pas ce que ça veut dire un départ involontaire de la part de qui? J'entends mort, quoi, tu vois. Du studio, des gens. Aussi, départ involontaire, bah oui, bah il est mort, donc on n'a pas voulu qu'il s'en aille, quoi. Mais dans ce cas-là, il le dirait qu'ils sont morts. Enfin, ça veut dire quoi, départ involontaire? Mais non, mais il y a Alexander Rostov qui a communiqué le 2 octobre 2022, donc il est bien vivant. C'est lui, justement, qui a confirmé que il y a les départs. Là, je comprends pas. Involontaire dans quel sens? Que c'était pas prévu, ils sont partis? Est-ce que c'est le studio qui ne voulait pas qu'ils partent? Non, alors, quand c'est pas prévu, tu dis que c'est pas prévu, mais involontaire, pour moi, ça veut dire
Personne voulait faire ça. Lui voulait pas partir, le studio voulait pas qu'il parte, mais il est il parti quand même. Mais pourquoi vous êtes parti alors? Voilà, donc j'imagine que c'est où les conséquences qui sont comme ça, les situations. Moi j'imagine vraiment, je l'imagine claquer la porte. Oh non, je suis bloqué dehors. Mais tu sais, genre regarder genre méchamment derrière et comme le chanteur Vianney, tu sais, je m'en vais. Mais j'allais juste chercher les croissants. Pourquoi vous avez fermé la porte pendant que j'étais pas là? On part aux toilettes et qu'on oublie le badge pour rentrer. Mais j'étais un développeur superstar. Mais je suis le fondateur, arrêtez. Ouais, voilà, un peu triste. Ouais, en bref, mais un peu triste. Mais c'est surtout le côté involontaire, effectivement. Je vous avoue que je comprends pas trop. On verra peut-être un peu plus tard, mais moi ça me fait mal, je vais pas te mentir. De toute manière, pour le moment, il ne communique pas sur la suite, donc on sait même pas ni qu'est-ce que ça va être, ni à quoi ça va ressembler. On verra ce que ça donne. Quand il y aura une suite, on verra à quel point ça souffre de l'absence de ces trois créateurs si importants. Autre actualité en bref, et là c'est plus étagère moment, le gameplay de Dead Space, le remake, a été présenté. Et oui, et c'est Dead Space. Voilà, non, mais tu sais, ça me fait la même... C'est comme quand je fais mes courses au drive, que le mec me présente les œufs et que je le regarde dans les yeux, je lui dis oui, en effet, ce sont des œufs. Ils ne sont pas cassés, merci. Faites-le, chez vous, vous verrez, la personne du drive est très surprise à chaque fois. Mais... Non, on a vu un trailer supplémentaire de Dead Space Remake qui reprend des passages iconiques du premier Dead Space, notamment celui où Isaac se fait attraper la jambe par un tentacule géant. Avec des os dedans, j'appellerais pas ça un tentacule, mais c'est dégueulasse. Il y a des os, mais il y a des espèces de grosses poches fluo pleines de fluide, parce que c'est un genre de boss Capcom. Oui. Faut tirer sur ce qui brille. Le jeu est très beau, à n'en point douter. Je suis fan de Dead Space, c'est un des rares jeux que j'ai vraiment fini à 100%, j'ai tout fait, vraiment dedans. Il y avait des petits problèmes, entre guillemets, très mineurs finalement, mais notamment le contrôle des tourelles, une certaine rigidité, des petits trucs dans le premier Dead Space qui pouvaient faire partie de la personnalité du jeu, qui peuvent être améliorés peut-être, je ne sais pas. Moi personnellement j'ai envie de me laisser surprendre. Dans la mesure où ils présentent ça comme du gameplay, mais ils ont montré que des scripts, tu peux pas savoir si ça a été corrigé. Ça c'est ce que je t'ai dit avant, oui, c'est-à-dire que oui, vous m'avez montré des passages scriptés du jeu, le passage avec le tentacule notamment est un passage scripté. Tu as ton viseur, mais c'est tout ce que tu peux faire. Et compte tenu du fait que Dead Space est un jeu avec une interface minimaliste, l'interface est intégrée à la narration du jeu, me faire un trailer de gameplay comme ça, c'est un peu subtil. Moi, la seule truc dont je me suis aperçu là dernièrement, c'est que en réaction de ce trailer-là, j'ai vu des gens réagir et dire que le plein tarif de 80 balles pour un remaster, c'était un peu cher, et c'est pas de ça dont je veux débattre. Mais du coup, Dead Space Game Pass ou pas Game Pass? Dead Space Remake? C'est EA. Oui, c'est EA. Donc il y a des chances. Il y a des chances que non, parce que c'est. Il est pas dans l'offre, il y a pas un délire de. C'est le basique qu'il y a sur EA. C'est pas. C'est vrai qu'il y a le EA Plus et. C'est ça, c'est que l'offre basique qu'il y a sur le Game Pass. Donc si vous voulez jouer à Dead Space, ce sera pas dans le Game Pass, ce sera. Il y sera peut-être un jour, quand il sera dans l'offre basique. Mais pas tout de suite, quoi. Voilà, du coup, vous pouvez attendre si vous voulez être patient. Mais vous pouvez jouer au premier Dead Space. Oui. Voilà. Qui est de toute manière, vous le prenez sur Xbox 360, il sera rétrocompatible sur Series X. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a un sentiment de confort absolument terrible qui se dégage de cette séquence où je reconnais des lieux. Bah, tu l'as fini, tu le connais comme ta poche, quoi. Oui, je le connais très bien. Moi, je connais par ici, moi, je suis déjà venu. Et c'est très chouette, donc j'attends de voir si joueront la carte du twist des remakes. C'est-à-dire, est-ce que au début tu commences Dead Space et c'est Dead Space et à la moitié du jeu tu te rends compte que tout était une hallucination du monolithe depuis le début et qu'en fait tu es toujours Isaac Hayes, ingénieur, et que tu jouais à une partie de jeu de rôle depuis le début? Ça c'est le plot régulier. En vrai. Tu vois souvent des gens qui disent ça serait génial que ça soit ça à la fin. Non, pas forcément que ce serait génial, mais j'attends de voir juste là où le jeu ira, dans la mesure où le 1 et le 2 formaient un tout, en fait. Très bien. Autre actualité et dernière actualité en bref, du coup, les nouveautés Game Pass. Oui. Parce qu'il y en a, et des plutôt grosses, mine de rien, notamment 2 gros jeux. Je sais très attendus. Ça va te faire plaisir de le dire, vas-y. Voilà. Bon, il y a A Plague Tale Requiem qui va débarquer ce mois-ci sur Cloud. Sur Clou. Sur PC et sur le Xbox Game Pass console. Et également Scorn
qui lui, on ne sait pas trop, qui n'a rien à voir avec Korn. On ne sait pas trop ce qu'il vaudra, mais qui a une esthétique il a déjà gagné la deuxième moitié de la bagarre, c'est-à-dire celle du pour te charmer. Non, mais il y a un nom pour désigner cette esthétique-là, c'est Silver qui me l'avait dit, je ne me souviens plus du mot, du nom. Cronenberg-like. Non, même pas, t'es plus proche d'Alien que de Cronenberg quand même, mais Ouais, il y a des, avec toutes les armes extrêmement organiques et qui sont présentes, le fait que les interactions avec des mécanismes sont que des trucs presque vivants. Tu sais, il y a presque le côté Existence là avec la manette vivante. Je vois ce que tu veux dire. Et ça fait un peu ça tout du long, sauf que c'est vraiment le délire jusqu'au bout, surtout quoi. Le vaisseau que tu parcours, tu marches sur de la chair à l'intérieur, tu vois. Il est dégueulasse, mais je sais que c'est un terme très particulier que si Silver serait là, il nous le dirait parce que s'il y a un jeu que lui attend comme pas possible. C'est Scorn. C'est Scorn parce qu'il est très friand de toutes ces esthétiques morbides, horrifiques. Ce qui n'a aucun sens quand tu regardes le personnage. C'est-à-dire c'est un fan de Mario. Et tout à coup il dit moi je kiffe ça là. Dans la vie j'adore Mario et Scorn. mon jeu préféré ce serait Mario dans Scorn. Oh là là. Et à côté de ça, on a eu aussi Chivalry 2 qui va débarquer sur Cloud et PC. Qui est déjà là. Moi je l'ai téléchargé hier pour aller me battre. Tu as des soucis à prononcer ce service en ligne aujourd'hui? Sur le cloud et sur PC, bah oui parce que c'est un peu mort mais on y reviendra. C'est à cause d'une news qui arrive plus tard, c'est ça? Exactement. Chivalry 2 que je n'ai jamais testé, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Par contre, j'ai beaucoup dosé le 1 aussi pareil, mais le 2 je l'ai pas acheté parce que j'avais déjà des trucs à jouer sur le Game Pass et ça y est, il est là sur le Game Pass. Et c'est surtout que moi de loin il ressemblait beaucoup au 1 et je m'étais dit tu fais encore écho à une autre news qui arrive plus tard. J'ai déjà fait le 1 et je m'étais dit j'ai bien torché le 1, qu'est-ce qu'apporte le 2? Ce que je vois visuellement ne pas envie de repasser du temps dessus. Le 2 apparemment il y a des nouveaux modes qui sont assez intéressants, qui peut être assez fun à jouer, mais on est sur le niveau fun. Ouais. Plus que sur le niveau contenu, t'as des nouveaux modes quoi. Moi j'aimais bien décapiter les chevaliers. Moi en tout cas je l'ai téléchargé. Si tu le télécharges on pourra les décapiter les gens. Pourquoi pas. Au plaisir. Ensuite, on a eu tous les Walking Dead qui sont disponibles sur PC. Donc, Walking Dead Complete First Season et la saison 2. Donc, vous avez la série Telltale. Hein, j'ai pas oui. Telltale, qui sera disponible. Costume Quest, pareil. Evil, je sais pas ce que c'est. Monter pour gagner. Le jeu de déduction sociale. Ah, là, tout de suite, ça m'intéresse. C'était mal vendu en nom. Ouais, mais quand tu lis le truc... Jeu de déduction sociale multijoueur. Evil vous emmène dans un village où les meurtres s'enchaînent. Certains disent que c'était vous. Est-ce le cas? Ok, j'y jouerai. Ah, trahissez vos amis et montez pour gagner. C'est un loup-garou, ça? C'est un loup-garou et c'est un jeu en multijoueur. Attends, je regarde ça. Et là, tout de suite, là... Serait-ce Among Us? C'est ça, c'est Among Us médiéval un peu. C'est Among Us médiéval ton truc. Ah mais ça a l'air joli en plus. Ça me fait penser à du Fable mais un peu plus... C'est bizarre. Allez, pourquoi pas. Ça donne envie. Allez, Dyson Sphere Programme, qui je suppose est un programme d'aspiration pour aspirateur. Ton aspirateur. Bien sûr. Avec l'énergie des étoiles. Exactement. Pété Requiem. Et il y aura Prodeus aussi. Alors là, on n'en parle pas souvent, mais ça, moi je sais que je vais y jouer parce que j'avais déjà testé la version PC en Early Access, mais Prodeus est sorti. Et c'est un fast FPS à papa, avec du pixel art en texturé, en 3D, magnifique. Moi, c'est vraiment mon kiff, ce genre de choses, bien bourrin, bien nerveux, bien... Plutôt que fast FPS à papa qui est long et difficile à dire, je préfère le terme de boomer shooter. Oui, c'est un boomer shooter. C'est un boomer shooter. Non mais vraiment, il est très très bien. C'est le FPS qui sent bon les cacas de daron. Parce qu'il faut savoir que les cacas de daron, ça sent pas pareil. On s'en aperçoit quand on passe 30 ans. D'accord. On passe après son père au toilette le matin. Généralement, il y a une zone de l'ombre qui est... Ça sent pas pareil que les cacas d'avant. Je vois que ça dénonce un peu. C'est bien. Magnifique. Magnifique. Si vous aussi faites des cacas de daron, n'hésitez pas à nous le dire. Magnifique réflexion sur les cacas. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous quitte? Oui, parce qu'évidemment, qui dit arrivée dit départ aussi. Exactement. Bloodroots qui s'en va, Echoes Génération, Into the Pit, Ring of Pain, Sable. Bon, la disparition de Sable, visiblement, c'est pas quelque chose qui va nous toucher, hein, sachant que c'est un jeu qui a fait assez débat sur son intérêt. Et The Good Life qui disparaissent aussi. C'est des départs mignons, ça va. C'est des départs, ça reste triste quand même. On a eu des pertes un peu plus violentes que ça. Il y a il y en a aucun où je me dis, oh non, je l'avais commencé! Voilà.
Bah c'était cool, c'est bref. C'était cool, c'était bref. On peut passer aux grosses actualités tout de suite. Bon, la grosse actualité, je vais commencer, je vais ouvrir le bal avec la fermeture de Google Stadia. Alors, c'est marrant. Oui, enfin c'est marrant, il y a pas de quoi, se claquer le cul par terre. On ouvre le bal avec la fermeture. J'ouvre le bal avec une fermeture, mais moi ça me permet d'ouvrir un livre dans ma vie qui était le chapitre Google Stadia. Quand ça avait été annoncé, je l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais prophétisé. Quand tous les influenceurs jeux vidéo et tech disaient c'est l'avenir du jeu vidéo, le cloud, ils refusaient de voir la vérité en face. Ils se disaient non, cette fois-ci. Alors que tout était contre Google, tout allait contre. Ils avaient fermé Google+, ils avaient fermé la moitié de leur truc de Google Alphabet. Pourquoi est-ce que Stadia aurait réussi là où les autres avaient échoué? Et bon, alors c'est en dehors de cette blague peut-être un petit peu de mauvais goût que je suis en train de faire, effectivement Google a eu un comportement de Google, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont fermé un service dans lequel finalement on se rend compte petit à petit avec des différentes actualités qui tombent qu'ils n'avaient pas confiance dans le projet de base, à aucun moment ils n'y avaient cru, et ils l'ont fermé comme ils ont fermé tous les autres services avant, sans prévenir personne. Voilà. Est-ce que vous aviez un rapport particulier avec Google, vous peut-être, avant que je continue? Avec Stadia, tu veux dire? Avec Stadia, pardon. Parce que Google, je vous mets mail avec, quoi. Ça se oui. Oui, ça nous fait vivre aussi. Oui, bah oui. Un peu. Un peu. Donc moi, ça me fait toujours mal de savoir que du coup, ils se cassent la gueule, mais ça me surprend pas. D'ailleurs, ça me surprend pas. Ils y vont volontairement à chaque fois. Ils ont de l'argent à dépenser, c'est cool. Ouais, mais elles le dépensent mal. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi, c'est-à-dire que ça va aller très vite, hein, mon rapport avec Stadia. J'y ai joué quand tu l'as reçu. Ouais. J'ai joué 2 minutes montre en main à Samurai Showdown, et je me suis dit plus jamais ça. Quelle idée. Je vais y revenir, mais c'était une mauvaise idée de base, ce genre de jeu-là. J'ai un article de Le Monde qui avait été présenté, que j'ai pu lire, qui présentait un petit peu le Google Stadia il y a 3 ans, et qui justement tirait la sonnette d'alarme vis-à-vis du catalogue initial, qui n'était pas bon, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Elena, tu voulais rajouter quelque chose? Bah non, moi j'ai jamais vraiment testé Stadia, à part dire que bon, quelque part, est-ce que c'est vraiment surprenant, sachant qu'il y a seulement genre un projet sur 10 qui survit et qui réussit. Google, ils peuvent se permettre d'avoir 20-30 projets et puis enfermer la plupart. C'est juste dommage que derrière ça affecte. C'est le problème, c'est la gestion derrière qui pue, quoi. Il y a eu beaucoup de soucis. Bah du coup, je vais en profiter vu qu'on est sur une actu longue pour vous faire un petit peu cette historique de ce qui allait pas. Ouais. Parce que moi, je m'étais beaucoup à chaque fois attardé sur le problème technique, et même sur le problème philosophique du jeu vidéo. C'était le problème que j'avais attaqué sur pas mal de mes vidéos à l'époque. Bon, je le ferai un petit peu différemment aujourd'hui parce que les choses ont changé, les choses ont évolué. Je suis pas réfractaire au cloud gaming comme j'aurais pu l'être à l'époque. Je suis pas fermé non plus à la dématérialisation non plus, en admettant que le rapport aux jeux vidéo tel que je l'avais présenté dans ces vidéos était un rapport extrêmement personnel. Le rapport au jeu, beaucoup long, mais aussi beaucoup ne l'ont pas forcément, en tout cas de cette manière-là, aussi brute et aussi nostalgique que je pouvais le présenter. Cela dit, il y avait des véritables problèmes qui ont été soulevés dans pas mal d'articles à l'époque, notamment sur un article de Le Monde que j'ai vu, et qui parlait du catalogue de Stadia. Déjà, Stadia, quand ça s'était lancé, il manquait plein de choses qui avaient été promises. Notamment le stream des jeux et les possibilités de voir des guides du jeu interactifs. Ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé, alors que ça avait été promis, et qui, pour le coup, aurait pu être un game changer sur beaucoup de choses, et aurait pu être intéressant technologiquement parlant, si on mettait de côté le côté cloud gaming, pollution, etc. Ça, c'était jamais arrivé, mais le plus triste, c'était le catalogue choisi, et les partenariats qui avaient été faits. Souvenez-vous, c'était du Final Fantasy XV, c'était... Je vais pas juger la qualité des jeux, encore une fois. C'était Assassin's Creed Odyssey, c'était Samurai Showdown, qui était dans les plus gros jeux du catalogue, et... Autant sur le papier, tu vois, quand sur la liste, c'est du lourd, tu te dis, pour attirer les joueurs, techniquement, sur papier, c'est ce qui devrait marcher, parce que c'est des gros jeux. Ouais. Mais, dans les faits, quand tu le prends en compte, quand tu veux vendre du Google Stadia, un service de cloud gaming, c'est pas ça que tu mets en avant. Pourquoi ? Parce que c'est là que tu vois les gros problèmes du cloud gaming sur une technologie aussi jeune. Samurai Showdown, c'est un jeu de combat exigeant, qui, le moindre lag va se sentir, même si Google Stadia faisait partie des services les plus performants,
ça finissait par se sentir sur ces jeux-là. Sur des FPS comme Destiny, ça allait se sentir aussi. Et ça s'est vu. On se souviendra tous de la présentation incroyable de Julien Chiez du Google Stadia, où il te disait, non mais regardez, c'est quasiment instantané, où il y avait une demi-seconde de latence entre le moment où il pressait la touche et le moment où ça s'affichait à l'écran. Ça s'est corrigé avec le temps. Mais à la sortie, tu présentes pas ton jeu comme ça. C'était pareil pour Final Fantasy XV. C'était que des jeux magnifiques, sur lesquels le premier truc que t'allais voir, c'était non seulement le lag, mais aussi les artefacts de compression. Et les artefacts de compression sur des jeux aussi beaux que Assassin's Creed Odyssey ou Final Fantasy XV, c'est des choses qui allaient tuer dans l'œuf forcément la communication de Google Stadia dès le début, dès l'arrivée dans les chaumières. S'en est suivi une communication à la fraise, parce que Google Stadia n'a jamais su et n'a jamais voulu communiquer correctement, avec un catalogue qui n'était pas dans l'air du temps, contrairement à sa technologie, parce que le catalogue tel qu'il était présenté n'a jamais rassemblé les foules, on va dire, parce que on s'attendait à un abonnement plus ou moins lourd, avec des jeux offerts façon Game Pass. Il n'y a jamais eu ça. C'était un abonnement pour avoir la 4K et les fonctionnalités promises jamais arrivées. Plus de l'achat de jeux à prendre en plein pot sur le catalogue de Google Stadia. Oui, je me souviens à quel point on était choqués par le fait qu'effectivement les jeux sont littéralement plein pot. Ouais. T'as ni réduction vis-à-vis de services proposés ou quoi que ce soit, ni la prise en compte que justement toutes les qualités du jeu ne peuvent pas être transmises à cause des lags, etc. C'était impressionnant, hein. Ça, couplé avec le fait que c'était quand même... Moi, j'ai acheté FF15 60 balles, hein. C'était 60 balles. Alors que déjà... Tu vas être remboursé. Ouais, je serais remboursé, j'y reviendrai. 60 balles en 2019, c'était déjà extrêmement cher pour m'acheter FF15. Oui, il y avait déjà l'édition royale à prix réduit. À genre 20-25 balles, quoi. Ouais. Donc je m'étais déjà fait enfler là-dessus sur ce FF15, je m'en souviens, mais bon, fallait que je fasse tester. Mais comme l'a dit Mage, rassurez-vous, Google a promis de rembourser et votre matériel et vos jeux et vos dépenses que vous avez faites dessus. Moi, je me ferais rembourser FF15, je pourrais pas me faire rembourser le matériel parce qu'il m'avait été envoyé par Google. Du coup, va me rester une manette morte. Je prends un petit peu d'avance sur la présentation dans la mesure où il s'agit d'une manette Wi-Fi qui n'est pas compatible en Bluetooth avec des jeux Bluetooth, donc je peux même pas utiliser la manette sur d'autres jeux. Tu veux qu'on l'enterre ? Bah non, parce que mine de rien, elle est pas si mal. En vrai, Non, je l'ai prise en main. Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. C'est agréable à avoir en main. Il y a le toucher est délicat. Le toucher est délicat, le toucher est agréable. On n'est pas mal proche en fait du ressenti d'une Switch Pro, moi je trouve. Ouais, d'une manette de Switch Pro. Mais en mieux. Genre vraiment le toucher, il me fait penser à un toucher de Xbox. Il y a un peu plus de poids aussi. Oui. Mais alors peut-être des gens arriveront à la détourner pour le troll, je pense. J'espère. Après, il n'y a pas de Bluetooth dedans, il n'y a pas de Bluetooth, donc ce sera Wi-Fi quoi. Faut voir essayer de trouver un truc, mais j'espère oui que ce sera détourné parce que elle est pas désagréable en main. J'avais pas terminé du coup, dans la mesure où les problèmes se sont enchaînés pour Google Stadia et c'est rajouté à des problèmes de communication évidents sur comment est-ce qu'on vend le produit, sur des retards successifs. Se sont rajoutés aussi la Covid. La Covid a tué Google Stadia aussi. Ça a été un énorme problème, une énorme épine dans le pied du long. Pourquoi ? Eh ben, parce que tout le monde était sur Internet à ce moment-là, sur les différentes périodes. Donc, il y a eu à gérer des problèmes de bande passante. C'était un point négligeable, mais un point quand même, mais surtout, un truc qu'on pense pas, mais la pénurie des micro-composants et des cartes graphiques. Ça n'a pas affecté que les consommateurs, ça n'a pas affecté que les crypto-bros, ça a aussi affecté les services de cloud gaming qui avaient besoin de mettre à jour leur matériel à distance, ou en tout cas de remplacer le matériel qui était défaillant ou qui ne fonctionnait plus. Et si t'arrives pas à acheter du matériel à un prix correct, fatalement, ça a un impact sur la qualité de ton service et sur l'attrait que tu peux avoir sur le long terme. J'avoue. Gamecult parle de 40 000 utilisateurs sur la fin du service. C'est rien. C'est pas suffisant pour entretenir tout ça. Petit à petit, il y a eu des fermetures de studios. Google Stadia Entertainment et Development a fermé. C'était le studio qui avait été fondé par Jade Raymond, qui depuis a fondé un autre studio qui a été racheté par Sony entre-temps. Jade Raymond qui n'a pas fait de jeu depuis Assassin's Creed, je tiens à le préciser, et qui a enchaîné les mauvais plans de carrière dans la mesure où elle avait d'abord commencé comme étant créatrice du studio e-Emotive qui avait un Star Wars alors il y a le jeu qui est sorti entre temps, mais elle s'est barrée du projet puisque c'était Rogue Squadron, Star Wars Squadron qu'ils avaient développé, le seul jeu qu'ils ont fait finalement quand le jeu solo avait été annulé
de Star Wars. Bref, je vais pas faire non plus la nécrologie des projets de Jade Raymond, c'est parce que sinon on n'est pas terminé, mais toujours est-il que Google Stadia a annoncé sa fermeture d'ici le mois de janvier 2023. Et pour enfoncer le clou d'une communication désastreuse, sachez que les gros studios ont été informés de cette fermeture 45 minutes avant l'annonce publique. 45 minutes. Quand les studios un peu plus modérés et un peu plus petits l'ont appris en même temps que nous. Voilà, notamment certains studios qui devaient sortir des jeux sur Stadia au mois de novembre. Ah! Voilà. Donc, Google est en train actuellement de faire de la temporisation. Google est en train de sauver les meubles, entre guillemets, avec ces personnes-là qui ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour certains. Ouais, pour développer les jeux. Ouais, pour développer des jeux. Ils parlent de budgets à 6 chiffres qui ne pourront jamais être rentabilisés, puisque c'était des projets long-termiques. Faut savoir que, petite anecdote, Google rémunérait ces studios-là au prorata du temps joué sur Stadia. Bah oui, c'est vrai, c'était ça aussi le problème quand on avait soulevé au tout début encore de leur annonce de la sortie de Stadia. Effectivement, c'était une solution assez originale. C'était un plan foireux. Non, mais qui pouvait fonctionner, entre guillemets, et c'est ce que certains développeurs ont soulevé sur Twitter, c'est que ils se rendent pas compte à quel point finalement c'était une offre intéressante dans la mesure où il y avait peu de monde sur cette plateforme et donc une mise en avant plus simple de leur projet, et que ce prorata au temps joué leur permettait au final de dégager plus de revenus qu'une sortie par exemple sur Steam. Voilà, pour des petits indépendants qui débutent, c'était une option plutôt pas mal. Ah oui. Voilà. Donc fermeture finalement plutôt triste, mine de rien. J'aimerais conclure cette présentation pour le dire que Google Stadia, je te pardonne. On n'a pas toujours été ensemble pour le meilleur et surtout pour le pire. Je me suis beaucoup raillé de toi, mais finalement tu as apporté des technologies qui sont relativement intéressantes. Tu as été victime d'une pandémie également qui en aura tué beaucoup aussi de projets dans l'œuf et de gros studios là-dedans. Et tu emportes dans ton sillage de manière totalement malvenue des gens qui jusque-là voulaient juste créer des trucs sur une plateforme en laquelle finalement ils croyaient. Donc repose en paix Google Stadia. Moi je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Samurai Showdown avec 4 secondes de lag, c'est pas possible. Hein. Oui, écoutez. On est censé de dire que du bien sur les morts. On dit que du bien. Peut-être que nous épiloguerons un jour sur Google Stadia. Sur Google Stadia. Ce sera la nouvelle Dreamcast. Peut-être, mais. On parle bien de la Dreamcast, mec. En nécrologie, non, mais épiloguons. Peut-être nous épiloguerons sur l'utilité de ta manette un jour ailleurs. Je croise les doigts. Dans le domaine médical, ouais. Dans le domaine médical, ou peut-être dans les restes de cette technologie, parce que, chose que je n'ai pas dite, mais Stadia va du coup vendre la technologie Stadia aux autres entreprises de jeux vidéo pour justement utiliser cette technologie dans d'autres choses. Peut-être qu'il y aura un peu de Stadia dans le Game Pass. Peut-être qu'il y aura un peu de Stadia dans le Gaikai, peut-être. Le Gaikai qui fonctionne très bien d'ailleurs, donc je sais pas s'il a besoin de Stadia. Oui, mais il peut l'intégrer, tu vois, c'est comme Skynet qui intègre toutes les calculatrices niveau CE1. Oui, c'est vrai. Bref, repose en paix, petit Google Stadia, tu as existé et c'est important. C'est déjà bien. On va passer à l'actualité qui suit, sauf si vous avez des choses à rajouter ou j'en étais trop long déjà. Pas du tout. T'as bien évalué la chose, même si bon, c'est dommage que t'aies pas soulevé que... Enfin, j'aurais bien voulu que tu parles de Phil Harrison. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, écoutez, on peut peut-être rajouter en épiloguant, effectivement, en début d'épilogue, projet tenu par Phil Harrison, je t'en prie, vas-y. Alors, projet tenu par Phil Harrison, qui n'était tant autre que la personne qui avait le lead sur la Xbox One, mais aussi sur étagère. Si vous avez pas de 360... non, si vous avez pas de Wi-Fi, achetez une 360, pas de Xbox One. Donc voilà, qui a été considéré comme la personne qui avait... qui a foiré la 360. La One. La One. Qui avait foiré la One. La PS3. La PS3. Oui, la PS3. Et du coup Stadia maintenant. Et Stadia. Donc cet homme, dès qu'il touche quelque chose, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc faites attention, si un jour vous le croisez, Phil Harrison. Changez de trottoir. Non, mais c'est Phil Harrison, j'aime bien parce que c'est ce qu'on a de plus proche en termes parfaitement représentables de ce même avec la faucheuse qui toque à des portes. Il a toqué chez Jade Raymond. C'était vraiment la team de la loose. Hein, oui. C'était le donjon de Nullbuck, mais du jeu vidéo, quoi. Bref, on va passer à l'actualité qui suit. C'est parti. C'est parti. L'actualité qui suit qui concerne CD Projekt et ses projets.
Mage, on t'écoute. Ah oui, bon, du coup, nouvelle actualité pour CD Projekt. Alors, est-ce que, déjà, tu connais CD Projekt? Non, c'est qui? CD Projekt, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est les papas, et les Witcher, mamans. Et les mamans, oui, attention, de Witcher, donc les papas et mamans polonais et polonaises de The Witcher, et du non moins polémique Cyberpunk 2077, oui, Oui, et je me permets de faire un petit rajout, on va dire, Projekt, parce que c'est comme ça que c'est prononcé en polonais. Je sais que vous êtes là dans les commentaires, vous avez déjà commenté que en vrai, c'est pas comme ça, mais si. Dès que tu dis un, il y a des gens qui sont pas contents, dès que tu dis l'autre, il y a des gens qui sont pas contents. Personne ne peut se mettre d'accord. Embrouillez-vous entre ça CD. Voilà. Je propose qu'on coupe la part en deux. On va les appeler le projet CD. Projet CD, voilà. Rouge. Vous avez gagné. Projet CD rouge. Allez. Prodé CD rouge. Allez. Prodé CD. Du coup, on a. Tu voulais dire quelque chose, déjà? Non, pas du tout. Je t'en prie. Donc Prodé CD rouge, qui en ce 4 octobre nous a bombardé d'informations sur Twitter. Ah oui, alors moi j'étais surpris, hein, je t'avoue. J'étais très surpris aussi. Alors, je sais que beaucoup de gens vont vouloir qu'on attaque directement les nouvelles, à l'attaque. Mais moi, avant ça, j'aimerais qu'on parle de la démission de Marcin Iwinski, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est l'un des cofondateurs de CD Projet Rouge. Donc, Projet vraiment, CD Rouge. Le vieux de la vieille, on va dire, qui était à l'époque où les CD pirates, c'était encore stylé en Pologne, et qui est dans le studio depuis 1994, donc depuis l'année de ma naissance, littéralement, et qui, voilà, a décidé de partir. Bon, partir pas très loin, hein. Partir pas très loin, effectivement. Y a pas de raison spécifique, parce que je suppose que quand t'as une boîte qui pèse des milliards, t'as pas besoin de raison pour partir. Alors, moi je mettrais quand même mes 50 centimes sur le fiasco Cyberpunk. On y viendra, ça sera la chute de toute cette news, tu vas voir. Mais voilà, qui a dit qu'il allait prendre cette distance, mais qui reste dans le conseil administratif, donc il va rester actionnaire majoritaire. Il nous fait une Bill Gates en fait, plus ou moins. J'arrête le créatif, mais je garde mes sous quand même. Oui, Bah oui. c'est ça. C'est bon, je prends ma retraite, et là, il doit avoir quel âge? Ça fait au moins 30 ans du coup qu'il est Alors, là. ça fait plus de 30 Si ans, tu dis oui, il est là depuis 94, ça va bientôt faire 30 ans. 45 ans sur sa carte d'identité, mais 60 ans sur sa gueule vu... Oui, totalement. Le Cette stress, personne ça fait vieillir, hein. Ouais. est marquée par le développement de jeux vidéo. Si le crunch avait un visage, ça serait lui. Il doit avoir au moins 50 ans maintenant. S'il a commencé à 20 ans, je sais pas à quel âge, mais 50 ans, minimum. ressenti, Je pense que 70, c'est plus de 60, 50 ans quand à même. peu Hein. près, ouais. Donc voilà, il reste actionnaire majoritaire, il dit qu'il s'engage à rester actif dans les décisions du projet, enfin de tous les projets. Et en parlant de projet, il y en a eu beaucoup. Et beaucoup trop, à mon sens, mais on y reviendra. Est-ce que c'est pas son départ qui a débloqué tous les projets là, comme ça, boum 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 Ah, boum, moi boum. j'ai une théorie, mais à l'inverse, tu vois, c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui arrivent, bon, j'en peux plus. Qui s'est barré. Qui s'est barré. Alors, mollo. Oui, parce que si vous connaissez un peu les mêmes liés à lui, tu le vois, Witcher 3, il est content. Il y a des photos de lui pendant le développement. Witcher 2. Witcher 2, pardon. Witcher 3, il commence à être un peu fatigué. Tu te dis, waouh, ils ont beaucoup travaillé. Et alors, Cyberpunk, mon gars, on dirait un clochard qui en peut plus, qui a envie de se foutre en l'air. Donc, oui, quand on sait que CD Projekt a profité de l'annonce de la démission pour annoncer le projet Orion, qui n'est autre qu'une suite à Cyberpunk 2077, donc un jeu qui est pas fini encore, hein, je vous le rappelle. Ouais, donc la suite du jeu qui n'est pas fini, oui. Peut-être dans 10 ans dans ce cas-là. Oui, alors, on y vient parce que prends tes petites notes parce que les années vont passer, je peux te le dire. Hein. Ouais. Le projet Polaris qui a été annoncé aussi, donc le projet Polaris c'est la nouvelle trilogie de The Witcher. Alors là ça m'intéresse quand même. Hein. Ah oui, ça donne envie. On n'a pas d'informations supplémentaires à part que ça sera du coup une trilogie comme 1, 2, 3... Je suppose que ce sera dans la droite ligne, on sait pas si ça sera avant ou après. Moi, personnellement, j'ai pas vu d'informations au sujet. Peut-être en même temps, mais ailleurs. Il y a eu juste du name drop. Il y a eu c'est que du name drop. Je pense que ce sera genre le Witcher, mais il peut parler aux fantômes. Ce sera le Ghost Witcherer. Toujours dans la lignée des Witcher, on a le projet Canis Majoris. Qui se passera du coup à l'école Canis Canemedit. Exactement. Oui, c'est le Bully des Witcher, finalement. Canis Majoris, c'est le gros chien, hein, finalement. Oui. Le chien majeur. Le chien majeur. Puis pareil, Polaris, ce sera sans doute en rapport avec la chanson de Megadeth, un Rust in Peace Polaris. Bien sûr. Non, plutôt avec des ours polaires. Ah. Ça serait possible. Du coup, le projet Canis Majoris, qui est un Witcher indépendant des autres. Ils ont mis des guillemets, donc je fais les guillemets avec mes doigts, j'espère que vous les entendez. Par un autre studio, je crois d'ailleurs. Qui est fait par un autre studio, un studio tiers, mais attention, ils ont pris le temps de prendre des notes, c'est en mode pour préciser, il y a des anciens qui auraient travaillé sur d'autres Witcher, ce qui pour moi n'a aucun sens, parce qu'il y a beaucoup de choses dans un jeu vidéo, tu peux faire beaucoup de choses. Est-ce que je peux me permettre de lancer la malédiction étagère? Vas-y. Sur le projet, c'est quoi son nom de code? Canis Majoris. Le projet Canis Majoris.
Alors, ce sera un projet Witcher dans lequel il y aura du lore, mais c'est un gacha jeu de cartes. Alors, centré sur Ciri. C'est rigolo que tu en parles parce que je ou sur Triss Merigold. Ta malédiction arrive avec un peu de décalage, puisqu'on a eu aussi le projet Sirius qui est arrivé. Avec Sirius Black, le parrain d'Harry Potter, qui arrive dans le monde de Witcher après avoir été aspiré dans les limbes. Ouais, bah c'est peut-être ça, c'est le monde de Witcher, c'est le monde des morts de Harry Potter. Non, je pense qu'on s'approche peut-être plus de la malédiction étagère, parce que c'est un jeu solo aux tendances multi dans l'univers de The Witcher, qui serait développé aussi par un autre studio, mais pas très loin non plus, encore une fois, puisque ça serait Molas Flood qui s'en occuperait. Donc c'est un studio qui a été racheté en 2021 par CD Projekt. Alors, connaissant les velléités pognon de CD Projekt en ce moment, je mets, j'aime bien mettre des... Là, pour le moment, j'ai mis 1 euro, là, je mets 50 centimes. My 50 cents on the table. Tu mets beaucoup d'argent sur la pour table. Pour un Genshin Impact-like. Oui, bah, c'est pour ça que tu vois, je tirais un peu la malédiction d'étagère, parce que moi, je vois que ça venir. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient, Molas Flood. Ils ont fait The Flame Flood et The Drake Hollow, qui sont tous les deux des survival building. Il y en a un qui a un survival building un peu mignon, et l'autre qui a un survival procédural avec une DA assez Disco Elysium, qui m'a beaucoup plu. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Bon, peut-être sur un Genshin Impact Survival, je ne sais pas. On verra. Du en coup, tout cas, ce sera dans le monde de The Witcher. J'ai une petite question. Un jeu solo tendance multi, c'est comment? C'est un jeu solo avec tendance multi, donc on parle sur du Genshin. C'est Genshin Impact. C'est du Genshin. C'est-à-dire que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le traduis. Genshin Impact t'explore le monde, c'est Zelda-like, etc. T'as du gacha pour avoir tes personnages, tu fais tes quêtes, t'es content, mais t'as une dimension multi dans la mesure où tu peux régulièrement tomber sur des joueurs et pouvoir jouer avec. Se battre contre des gros monstres, etc. Bon. En tout cas, on n'en sait rien pour le moment. C'est plus clair pour moi encore. D'accord, parce que là, j'ai un peu fait what multi mais en solo. Et quand tu te dis qu'il y en a plus, il y en a encore, puisque il y avait des étagères. Non, vas-y, dis, il y en a plus, il y en a encore. C'est normal, il n'existe pas pour moi, je le vois pas. Pour moi, il n'existe pas. Mais ouais, voilà. Pour moi, t'es qu'une voix aussi, mais continue d'annoncer les projets parce que moi, c'est vraiment devant leur multiplicité que j'aimerais faire une remarque. Ça s'arrête plus. Même moi là, c'est la diarrhée. C'est la diarrhée des projets, oui, effectivement, puisque le projet Hadar a été annoncé aussi, qui n'a rien à voir avec Odor. Qui n'a rien à voir avec Odor ou Game of Thrones, et qui est de là, on sait rien. On sait rien, à part qu'il est encore au stade créatif, donc il est même pas en dev. C'est du lourd, c'est du lointain, un peu trop lointain à mon sens, parce que je vous rappelle que CD Projekt tease quand même assez tôt cette chose. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, Cyberpunk, c'était en 2013 le premier trailer très joli. Enfin, c'était une cinématique. Là, on n'a rien de tout ça. Donc, oui, on a à peu près peut-être 15 ou 20 ans de projet, là, et on comprend peut-être mieux pourquoi, quelqu'un qui a préféré démissionner. Il a dit, ah non, moi, c'est bon, j'y vais. Je suis trop vieux pour ça. Débrouillez-vous! Quand tu vois comment il a dépéri, au fur et à mesure des jeux, je peux comprendre. Pour moi, il y a un lien, c'est obligé. Par contre, si ça marche, je veux bien rester actionnaire, oui, voilà, y a pas de problème. Oui, je prends les parts, là. Je veux pas le stress, mais je veux bien les dividendes. Voilà, donc. Voilà, c'était tout pour CD Projekt ou CD Rouge projet, comme vous voulez. Moi, je vois juste un petit détail que je suis tombé. Apparemment, le projet Canis Majoris, c'est le jeu qui est en rapport avec le teaser qu'ils avaient montré avec le médaillon du lynx il y a quelque temps. Voilà. C'est encore une fois, c'est de l'info toute petite. Le lynx, ils avaient montré. Ah oui, dans la neige. Le médaillon du lynx dans la neige. J'avais oublié. Qu'ils avaient montré. Et ben en fait, donc c'est pas Witcher 4. Ça non, c'est le projet Canis Majoris. C'est le Witcher indépendant. Ouais. C'est le petit Witcher qui a grandi, tu vois. Voilà, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le projet Polaris qui lui est vraiment la trilogie. C'est ça. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des théories. Vous allez jamais théoriser là-dessus, c'est impossible. Non, ça part dans tous les sens. Il y a 5 jeux Witcher. Dans le lot, il y a pas eu que ça. Il y a aussi des ils ont fait des points sur les chiffres, etc. Oui, non, mais ça c'est moi c'était surtout les news qui nous intéressaient, parce que les points sur les chiffres, j'avoue que pour moi, CD Projekt, bravo, félicitations, vous avez des projets, mais c'est toujours le studio qui a foiré Cyberpunk 2077, qui a foiré sa roadmap, qui a dû la revoir plusieurs fois. Enfin, moi, Elle est toujours pas finie. Bravo, il y a un animé stylé qui est sorti, qui me fait y rejouer, mais vous êtes toujours le même studio. C'est pas vous qui avez fait l'animé, Vous avez flingué votre répute, maintenant il va falloir la reconstruire. C'est ça. Ouais, ça va être très compliqué. Ce que je vois surtout, c'est qu'ils ont flingué complètement la répute, ils ont sorti un jeu pas fini, mais ils ont quand même amassé suffisamment d'argent pour prévoir 10-15 ans de projets à venir. Il s'est vendu, Cyberpunk 2077, et pas qu'un peu. Donc oui, ils ont de l'argent, et ça me surprend pas trop, même si ça m'inquiète un peu. C'est un peu l'Ubisoftisation du truc. Ils commencent à aller chercher des studios à droite à gauche pour faire des projets secondaires. On est très loin de l'ambiance, Là, on sait que ça va être partagé entre les différents studios qu'ils ont rachetés à Vancouver, etc. Ce qui n'avait pas été fait pour Witcher.
À l'époque du 3 en tout cas, sur laquelle... Je t'en prie, Mage. Étagère. Mais c'est lui, Mage. Oui, pardon. Je t'en prie, étagère. Mais non, ça c'est ton Non, Mac. mais pendant ce temps-là, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence, bon, peut-être pas en podcast, mais pour Monsieur Sapkowski, qui a déclaré, je cite, « Oh, le jeu vidéo, c'est quand même de la merde !» J'aimerais, oui, qu'on en Et j'aimerais, pense à lui, oui. je me demande ce qu'il pense à chaque fois que quelqu'un ne connaît son œuvre qu'à travers les jeux vidéo, et qu'avec ses 5 projets, il les regarde, et il peut oublier complètement les gens qui vont lire les bouquins. Je les lis même pas. D'ici les 20 prochaines années, les œuvres écrites n'existeront plus. C'est ce que tu es en train de dire. Alors si, elles Non, seront mais lues, elles seront comme- éclipsées par le reste. Écoutez-les c'est sur Audible. En ce moment, j'écoute The Witcher sur Audible. C'est trop bien. Est-ce que c'est lu par un petit homme énervé encarté à l'UMP? Non, c'est pas lu par un petit homme énervé. Alors, C'est lu par un vrai comédien de doublage qui a beaucoup travaillé. J'ai vu son CV, c'est assez incroyable. Et dont la voix, il arrive, alors c'est pas le doubleur de Geralt de Rivie de Witcher 3, mais sa voix est très proche Oh du Geralt de Rivie de Witcher J'aurais 3. bien voulu que ce soit Jasquier qui me raconte tout ça. Ah, c'est vrai que Ah. ça Ça avait aurait été été Jasquier. génial. Mais la voix du comédien de doublage qui s'appelle Nicolas Justamont, voilà, qui fait la lecture des livres Witcher est incroyable. Je vous invite à l'écouter si vous avez l'occasion. Mais c'est tout pour CD Rouge Projet. Voilà. Rouge CD. On en a pour... Rouge, le CD projet. Bah moi, j'ai grand espoir que d'ici le prochain Cyberpunk, enfin j'ai des enfants, peut-être une maison et tout. Hein, pour Ouais, être honnête, déjà oui, ou tu laisse-les seras à la retraite. finir. Ouais, à la retraite, j'aurais tout le temps d'y jouer. Laisse-les finir Cyberpunk déjà et ensuite on verra. Parce que certes, ils sont normalement en train de bosser sur plusieurs projets quand même en même temps. Normalement, les suites de Witcher, ils sont déjà en travaux depuis un moment. La première, le premier opus, il est déjà en travaux, c'est sûr et certain. Oui. Orion, je pense qu'il est déjà en travaux aussi. Alors moi, je vais poser une pièce là. Encore une fois, je mets Encore beaucoup un d'argent. 50 cents. Ouais, Ça encore fait 50 1,50€ pour le moment. Mais ça va. c'est juste pour une petite parenthèse sur laquelle j'aimerais qu'on discute viteuf ensemble. Là, on parle de projets sur du très long terme. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous sommes à un tournant. On prend du recul. Nous sommes à un tournant dans l'humanité. Attention. C'est cette Dans sensation. l'humanité, carrément. Où on se rend compte qu'on fait des conneries polluants, etc. Et où c'est finito. Hein, on va dans le mur, tout ça. C'est le qu'en réchauffement Europe, climatique, ça. c'est une réalité, Prise de etc. conscience, tout à coup, oui. Voilà. Ce genre de projet-là, vraiment de jeu énormissime, à quel point ça va être impacté par les modifications et les changements climatiques et les limitations technologiques sur lesquelles on se dirige, bon gré mal gré, par exemple les pénuries successives de micro-composants, même si ça s'arrange, on sait Des qu'il y en aura ressources plus au bout d'un premières. moment, etc. Donc je me dis, est-ce que ces projets-là, moi c'est vraiment une question que je pose, est-ce que ces gros développeurs qui font des projets sur 10-15 ans, parce que je pense que là on parle de projets de 10-15 ans à venir, est-ce qu'ils prennent en compte justement ces évolutions sociétales qui se dessinent à grands coups de... je sais pas si vous avez vu, on parle de couper l'électricité de midi à 14h en hiver en ce moment. Est-ce qu'ils C'est prennent les en volants compte de ce choc, genre j'ai vu, justement. de choses-là pour l'avenir de nos sociétés modernes ou pas Alors, couper l'électricité de midi à 14h, je sais pas si c'est pris en compte dans le truc, mais enfin, je suppose Ouais, que non, mais ça je veux va dire, forcément- on parle d'un monde de rationnement, quoi. Bah oui, mais après, bon, moi, personnellement, je t'avoue que ça me choque pas trop. Dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai été préparé à un moment dans ma vie. En mode... Ouais, mais tu vois, moi, ce qui me choque, en fait, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce genre de grosses annonces énergivores et et extrêmement ambitieuses, parce que très clairement, ce qu'on peut retenir de toutes les annonces de CD Projekt, c'est toujours cette envie d'aller plus loin encore. Oui, bah comme tout le monde. Après, Hein. on peut Voilà. pas- ça, c'est un bon point pour eux, quand même, parce qu'il y a beaucoup de studios qui restent sur leurs acquis. Eux, Ah, c'est pas très bien. non, mais c'est pas très bien. Je suis pas d'accord. Ils vont forcément dans tous les sens. On l'a vu avec Cyberpunk. Non, mais alors, c'est- je parle pas de ce sens-là, mais je trouve que à titre personnel, toujours plus loin, toujours plus, c'est pas une bonne chose. Rester sur ses acquis, réutiliser le travail que t'as fait pour pouvoir faire d'autres travaux, je trouve que c'est aussi très bien. Après, là, je pense qu'ils vont réutiliser les moteurs dont ils sont servis pour Witcher 3, ils vont réutiliser les moteurs dont ils sont servis pour Cyberpunk. Et je pense pas qu'il y aura tant de nouvelles créations vis-à-vis de tout ça. Bah, j'espère, oui, c'est tout ce que je peux leur sauter, parce que sinon, Ah, effectivement, ça va leur prendre s'ils 10-15 continuent ans, à hein. recréer des moteurs pour faire des trucs. Là, pour moi, ça ira peut-être. Je troll un peu en disant rendez-vous dans 20 ans, mais je pense que au moins Orion va pas être si long que ça arriver. Et le prochain Witcher aussi, parce que ils ont déjà les moteurs. Ils ont Ouais. déjà les moteurs. Probablement, ce qui peut les sauver, c'est l'existence, disons, de PS5 et de Xbox de la dernière génération sur un très long terme.
Donc si ces consoles-là existent pendant longtemps, effectivement, il n'aura pas besoin de refaire à chaque fois des nouveaux moteurs, etc. parce que ce sera globalement la même chose. Alors attention, parce que vu comment Sony a l'air et Microsoft ont l'air de vouloir entretenir leur console, parce que là, dernièrement, il y a le directeur de Sony PlayStation Studios qui a fait des déclarations aussi, qui a dit que oui, sur les 3 ou 4 prochaines années, on va continuer à faire des jeux cross-gen. Donc la cross-gen, on n'en est pas sorti. Donc si CD Projekt est toujours aussi attentif à pouvoir maximiser ses tunasses, t'inquiète pas que les PS4 Xbox sur les projets peut-être qu'ils sont toujours pris en compte, tu vois. Oui, non, mais je sais, mais je sais pas, parce que Cyberpunk leur a fait quand même un coup de je sais pas si tu te souviens des versions Xbox One, PlayStation 4 de Cyberpunk. Je pense que ça leur a servi de leçon pour le coup. Bref, j'ai posé la... mis 1,50€. Voilà, je vais les laisser débattre les gens en commentaire, on va peut-être pouvoir passer à la suite. L'actualité qui suit concerne le lancement raté d'Overwatch 2. Elena, tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est à moi. Donc le 4 octobre, c'était la semaine dernière déjà, le 4 octobre est sorti l'Overwatch 2. Parmi les bonnes nouvelles, c'est que c'est globalement une suite. En tout cas, c'est comme ça que c'est marketé. C'est 35 personnages jouables avec certains nombres de nouveautés. Donc il y a des évolutions de gameplay, etc., des nouveaux terrains, des nouveaux modes de jeu, même s'il y a un mode de jeu qui manque par rapport au Overwatch 1, le mode d'assaut, je crois. Il y a aussi la matrice... On s'est regardé avec Iko et on a pensé à la même chose. C'était la même blague. Il y a également quelque chose qui s'appelle une matrice défensive de Blizzard, quelque chose qui est censé protéger les gens du comportement toxique des autres joueurs, donc à voir comment ça se met en place. Mais la grosse nouveauté du jeu, c'est surtout que c'est un free-to-play. Maintenant, donc un modèle économique complètement différent, et c'est pour ça, je pense qu'on peut parler vraiment d'un nouveau jeu entre guillemets, parce que c'est pas pareil. Attends, il est free-to-play ? Oui, il est free-to-play. Et c'est pour ça que c'est important de le préciser. Bah ouais, parce que du coup, ça rend le fait de rendre inaccessible Overwatch complètement catastrophique. Bon bref, je t'en prie. Mais c'est un free-to-play. Par contre, bon, c'est normal, c'est le lancement du jeu. Il y a pas tout qui est disponible vis-à-vis... Non mais attends. T'entends les bruits de désapprobation? Oui, je sais. C'est, il y a encore des mises à jour qui vont être, qui sont prévues, qui vont arriver, etc. Là, notamment, ce qui manque, c'est le contenu PvE, qui justement devait faire la différence. C'était pas le fer de lance d'Overwatch 2? C'était aussi une promesse d'Overwatch 1. Voilà, ça, c'est pas encore là. Donc ça va arriver plus tard, mais on attend. Là, on se concentre surtout sur le fait que c'est un free-to-play et que globalement la solution pour les joueurs, c'était de faire fusionner leurs comptes, donc du Overwatch 1 et du Overwatch 2 pour pouvoir jouer directement à Overwatch 2. Mais bien évidemment, comme il y a des nouveaux lancements et comme c'est un free-to-play, donc tu n'as pas besoin de payer pour jouer, bien évidemment, le lancement du jeu, c'était une catastrophe car tout le monde veut essayer de jouer. Blizzard n'a aucune expérience dans les lancements de jeux à grande envergure. Tout à fait. Diablo 3 n'était qu'un détail dans l'histoire. Les lancements de WoW, les grandes extensions, tout ça, Blizzard ne connaît pas apparemment. Exactement, donc Blizzard, au niveau de sa taille de tout petit studio, sans expérience, etc. Qui vient de toucher... Non, ils n'ont pas eu toucher le chèque, mais... Et ils n'ont pas du tout su prévoir que tout le monde va vouloir jouer à ce nouveau jeu gratuitement. Oui, Mage? Moi, j'ai une question, vraiment. Est-ce que mes skins, je les garde? Alors, ça, c'est un autre problème. Mais d'abord, laisse-moi dire, déjà, il faut que tu te connectes pour savoir où sont tes skins. Moi, je dois bien avoir peut-être pour 200 balles de skins sur mon compte déjà, principal. Toi, tu as téléchargé le Overwatch 2, tu es content, tu essaies de te connecter. Bien évidemment, si t'as essayé de le faire le 4 octobre, c'est pas possible. Donc, dans les meilleurs des cas, tu arrives à te connecter à minuit parce que il y a quelque chose comme, des fois, jusqu'à 50 000 joueurs en attente de connexion parce que les serveurs ne sont pas adaptés à la quantité de joueurs présents. On pourrait dire que mais c'est normal parce que les serveurs ils sont censés accueillir les gens en temps normal, pas en temps de lancement. Mais bon, est-ce que c'est raisonnable de ne pas pouvoir accueillir tous les joueurs au moment de lancement pendant la première semaine quand tout le monde justement veut se faire son expérience et sa petite avis sur le jeu? Je sais pas. De faire juste petite parenthèse avocat du diable. Et en plus ça recoupe un petit peu ce que j'ai dit à la fin de la news sur CD Projekt. En temps normal, je serais entièrement d'accord. Aujourd'hui, malheureusement, tu peux leur donner le crédit que la bande passante, ça coûte de plus en plus cher. Oui.
peut-être que ils ont sous-estimé effectivement, mais que derrière le coût d'ouvrir des serveurs était beaucoup trop vénère par rapport aux joueurs potentiels qui pouvaient s'imaginer, et que ok, ça a été un calcul entièrement froid et réfléchi de limiter l'accès à ce point aux joueurs, mais que aujourd'hui ouvrir un serveur et faire transiter des données, ça coûte beaucoup plus cher qu'à une époque. Oui, je comprends, mais dans ce cas-là, tu prévois, et dans ce cas-là, tu préviens les joueurs notamment. Bien sûr, et tu peux littéralement, il y a tellement de choses que tu peux faire pour arranger la situation, pour ne pas créer déjà cet engouement-là et pour diminuer la charge sur tes serveurs. C'est très facile. Tu prends tous les gens qui ont fait fusionner leur compte avec le Overwatch 2, tu le laisses accès prioritaire par exemple à ces personnes-là pendant les 3-4 premiers jours. Ensuite, tu lances la deuxième vague, etc., etc. Donc tu essayes de gérer ça en prévenant les gens que voilà, on fait des efforts, que l'énergie ça coûte cher, j'en sais rien. Tu joues la carte, on essaye de faire les économies d'énergie et on essaie de protéger l'environnement. Donc les gens comprendraient, mais tu préviens, tu communiques, tu fais des efforts. Là, comme toujours, zéro communication, zéro, on va dire, arrangement. On est en mode, on est gros, on balance notre jeu, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Ok. Ensuite, deuxième problème, vous avez réussi à vous connecter. Effectivement, la question de mage, elle se pose. J'ai fait fusionner mon compte. J'ai plein de trucs, j'ai dépensé des centaines d'euros dans les cosmétiques, dans les personnages même que j'ai débloqués ou que j'ai achetés. Pas dans les lootbox. Dans les lootbox. Je ne me dis pas dans les cosmétiques parce que c'est pas bien. Non, j'ai dépensé tout cet argent dans le casino. Voilà. Où sont mes affaires? Écoute, j'étais un autre homme à l'époque. Beaucoup de joueurs n'ont pas retrouvé leur staff. Ah, pour de vrai? Ah! Vraiment? Ah bon, ça va m'énerver. Je vannais au début, mais là, je vais être nerveux. Oui, bah là, je savais pas si tu vannais ou pas, mais c'est vraiment la réalité. Les gens, ils sont connectés, les loots ne sont pas là, les cosmétiques ne sont pas là. Il y a même certains personnages qui ont été débloqués, que ce soit par les lootbox ou par les, je sais pas moi, les achievements, etc. Ils sont pas là. Donc, les personnages, il faut les redébloquer. Apparemment, les équipes sont en train de corriger tout ça. Oh, c'est gentil. Parce que ça me fait plaisir qu'ils travaillent sur le fait de me rendre ce qui m'appartient. Je pense que les gens, ils auraient trop râlé. Viteuf, virtuellement. Qu'on t'a donné le droit d'utiliser. Bah, j'ai payé quand même pour l'avoir. Oui, mais t'as payé le droit de l'utiliser, ça t'appartient pas. Je suis sûr que si tu relis bien les conditions d'utilisation, il y a un truc qui dit on te donne le droit de l'utiliser sur le moment, et Blizzard se garde le droit de te le retirer. Ouais. Oui, mais dans ce cas, ils vont niquer leur race. Je mets pas 1 euro dans Overwatch 2, tu vois. Bah, ça tombe bien, il est free to play. Ça tombe bien, j'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit sur ce jeu et qui sera mort d'ici peu de temps. mais ça... Toi aussi, tu mets de l'argent. Ouais. Je suis désolé, hein, c'est une note tech comme vous voulez, mais pour moi, la question de ce genre d'objets in-game se pose quand même, notamment la question des héros qui ont été débloqués et qui ne le sont plus. Il y aura un Battle Pass qui va arriver sur Overwatch. Est-ce que justement ces personnages-là, ces héros sont compris dans le futur Battle Pass payant, ou est-ce que c'était juste par erreur qu'ils ont été bloqués temporairement, etc. Donc actuellement, de toute manière, les équipes, ils sont en train de corriger ça, donc normalement, ça devrait arriver bientôt, ou certains ont déjà réussi à récupérer leurs affaires. Donc affaire à suivre. Mais Finalement, la seule explication de la part de Blizzard sur la situation avec les serveurs et l'impossibilité de jouer rapidement au jeu, c'était le fait que ils ont subi des cyberattaques. Il y a eu du DDoS, ouais. Exactement, donc il y a eu des DDoS sur, je prononce comme ça parce que comme ça. Donc ils ont subi pas une mais deux. C'est toi, tu dois dire DDoS. Exactement. Ils ont subi 2 vagues de ce type d'attaque cybernétique. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation? C'est une attaque par déni de service, qui est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. Voilà. Grosso modo, ils essayent de mettre les bâtons dans les roues de Blizzard et des joueurs. Extrêmement ciblé comme attaque. Je sais pas s'il y a autant de roues que ça. Oui, c'est vrai que... Waouh. Chez Blizzard, je sais pas. Mais le problème est tel que, voilà, attaque cybernétique, donc ça cause des problèmes, donc peut-être que ça rallonge les files d'attente, etc. Mais c'est la seule explication, grosso modo, officielle, viable, donnée par Blizzard, donc c'est leur seule excuse. Apparemment, ce genre de gros jeu à la sortie, comme Overwatch 2, c'est presque normal qu'ils subissent ce genre d'attaque cybernétique, donc apparemment c'est répandu, c'est commun. Cybernétique, tu vois, je me dis, il y a un Skynet
qui attaquent et tout, je fais waouh. Mais apparemment c'est commun, donc apparemment Oui, non, quasiment mais tous les les jeux attaques vidéo, de cette envergure et ils se font attaquer. Là ils en ont eu 2. Moi je me demande si aussi c'est pas un peu à la mode depuis les hacks qui se sont passés dernièrement. C'est assez courant. Oui, après mais... normalement ils sont censés savoir se défendre de ce genre Justement, de trucs. si c'est commun, pourquoi est-ce que ça ressort comme genre une explication viable pour oui, alors ça pour les pas indisponibilités des serveurs. Ça joue, mais ça doit pas être l'excuse principale. Et pourtant c'est la seule donnée par Blizzard. Parce qu'ils en ont pas, c'est ça le problème. Moi ce qui me choque dans l'histoire et que j'avais soulevé tout au début là, c'est ces gens qui ont acheté Overwatch il y a pas longtemps et qui voient que leur jeu a fermé pour se faire remplacer par un jeu free-to-play qui est censé être le nouvel Overwatch et la continuité d'Overwatch. Il y a un petit côté Poppy Playtime, je trouve. Oui, un petit peu. Bah, c'est ça, moi j'espère au moins qu'il y a, je sais pas, un remplacement par le Battle Pass, au moins temporairement, justement gratuitement. D'un mois au moins. Oui, au moins pour tester, mais c'est... Parce que, non, mais moi... t'es un bon client, comme on dit. J'aime bien, parce que... Pour la 2e fois, Overwatch se fait tuer par un jeu free-to-play qui lui ressemble beaucoup, finalement. La première fois, c'était Team Fortress 2, la 2e fois, c'était Overwatch 2. Oh là là. Et j'aimerais peut-être finir cette présentation, par si vous voulez après rajouter des choses, par le tweet de Sheshune, qui résume Overwatch 2 comme, en fait... Ah, tu termines bien le truc, hein, parce que c'est pas... Comme un gros patch. Donc pour lui c'est un gros patch parce qu'il précise il y a un mode de moins, il y a seulement 5 joueurs en équipe au lieu de 6 et ça rajoute uniquement 3 nouveaux persos. Donc est-ce que on peut vraiment appeler ça un nouveau jeu à part pour le but marketing? Ça c'est un autre débat qui a rien à voir avec le DDoS pour le coup, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi le jeu va vite s'éteindre dans le sens où les gens ils ont la mémoire courte. C'est moi ce que je trouve ouf, tu vois, c'est que pour dire à quel point c'est horrible, c'est comme si Super Mario Striker Charge Football était entretenu par Nintendo et qu'à l'arrivée de la Switch, ils suppriment le jeu et ils disent maintenant c'est Battle League le nouveau jeu et vous pouvez jouer qu'à ça. Et genre avec le contenu de Battle League à l'époque. Ça fait un peu ça, hein. Un petit peu. Bah écoute, merci beaucoup Elena. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bah ça relève toujours les mêmes problèmes. Est-ce que à quel point les studios doivent prévoir en avance, estimer mieux l'attente des joueurs, estimer mieux les capacités de leur serveur d'héberger tous les gens et les joueurs? Est-ce que ça doit vraiment dépendre des studios? Est-ce que les joueurs doivent prendre ça en compte? J'en sais rien. Donc il y a un truc qui ressort de tout ça à chaque fois. Là, grosso modo, à chaque nouvelle sortie, peu importe le jeu, on a toujours des soucis qui viennent. Ou c'est le jeu est pas fini, ou les serveurs ne vont pas. Donc, il y a toujours des couacs qu'il faut résoudre et reste à comprendre de quel côté s'y prendre. Bah, plutôt du côté de là où il y a des mares avec des canards, je suppose. Si tu veux des couacs, généralement, c'est par là que Oh là là là. Je suis chaud aujourd'hui, dis donc. Merci beaucoup, Elena. On enchaîne avec notre dernière actualité. C'est ton tour, étagère. En effet, on va discuter ensemble du film Super Mario. Du cul de Mario. Alors, sous le parapluie, sous le prisme, que dirais-je, du cul de Mario. C'est-à-dire que les informations commencent à arriver à propos de ce film qu'on attend, à propos duquel certaines personnes sont anxieuses, comme on ne peut être anxieux à propos d'un film qu'on pourrait attendre, qui est tiré d'une licence historique du jeu vidéo. D'autant plus que Mario a un passé d'adaptation filmique relativement traumatique. Je ne pense pas forcément au film de 93 pour lequel je sais que Florian a une certaine tendresse. Tu peux dire c'est nul, hein. Moi, Non, pas de souci. Ça va. Ça va. Il y a aussi l'adaptation, l'émission américaine, le Super Mario Bros. Show, avec son catcheur grimé en Mario, mais on pense pas assez au nanar Super Mario contre Sangoku, dont on parlera finalement pas dans cette émission. Non. Ou alors de tout le porno. Je préfère pas en parler non plus. Non, ce dont on va parler cette fois-ci, c'est des informations qu'on a eues notamment via une première affiche de film Super Mario dans laquelle on peut voir Mario taper sa meilleure pose à la Cloud Strife de dos devant ce qui va être le royaume champignon qui va servir de décor au film Super Mario dans une logique très très pure finalement. Il y a plusieurs choses qui sont révélées sur cette affiche qui posent encore une fois le décor. On voit le Captain Toad, on voit les ennemis de Mario Odyssey, on voit le château, on voit finalement quelque chose qui est assez prometteur. C'est vrai, je suis d'accord. Mais quelque chose dans le chara-design de Mario, il y a quelques évolutions, il y
il y a quelque chose qu'on peut voir. On peut voir des évolutions, notamment dans ses cheveux. On peut voir des évolutions dans la forme de ses chaussures, dans la forme des gants. Mais on peut voir le drame se répéter. Le drame que j'ai appelé le drame de Super Smash. La réduction facière. C'est pas un cul qui la réduction postérieure de Mario qui ne fait qu'écho à la réduction postérieure de Solid Snake dans Smash, qui fait écho à la réduction postérieure de Samus sans armure, qui est un angle d'attaque relativement intéressant mais qui me permet d'embrayer sur quelque chose d'un petit peu plus vague que ça. C'est normal qu'on ait une adaptation du chara-design des personnages presque iconiques de Mario, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose auquel on pense pas, notamment quand on regarde l'évolution du chara-design d'un jeu vidéo à un autre. Il est très logique que ça évolue. Si vous comparez par exemple le design d'un... je prenais l'exemple de Smash tout à l'heure, mais il y a un monde entre les designs de Smash Bros Brawl et les designs de Smash Bros Wii U par exemple. Il y a, petite parenthèse, je sais pas si c'est une rumeur pour le moment, mais il y aurait un employé de McDonald's qui aurait leak le visage de Mario de ce film. Je sais pas si c'est vérifiable. J'ai vu l'image, bien entendu, mais je sais pas si c'est avéré pour le moment. Je me méfie toujours de leaks, moi, vous savez. Tu me montreras. Oui. Je suis curieux. Oui, avec plaisir. Car un employé de McDonald's précisément. Parce que les jouets. Les jouets. Ah. Évidemment, les jouets. Je sais pas si c'est exactement un employé de McDo, mais d'une chaîne comme ça, qui lie divertissement à bien d'autres choses, qui révèle le visage d'un Mario avec un chara-design que je trouve finalement fait un petit peu animé. Quelque part, j'aime bien cette affiche parce que elle permet de solidifier des choses. Alors on rappelle que le film Super Mario est un projet du studio Illumination, que vous connaissez pour les mignons, que la réalisation est assurée par des personnes qui avaient travaillé sur le film Teen Titan Go. Oui. Oui, tout à fait. Oui. On retrouve à la direction des gens qui ont travaillé sur le dernier film des Mignons, The Rise of Gru. Je crois que c'est Hermite Moderne qui, quand il a vu ces noms de staff, a déclaré « Comment dois-je interpréter ces informations ?» Grande question lancée vers le ciel, genre j'ai une question pour Dieu. Pourquoi ? À savoir qu'il y a encore beaucoup de doutes sur la direction que va prendre ce film au vu du staff qui a été révélé. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Jack Black dans le rôle de Bowser ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Chris Pratt dans le rôle de Mario ? Quelles seront les voix françaises ? Les rumeurs qui parlaient de McFly et Carlito pour Mario et Luigi sont-elles... Non, c'est faux. Non. Alors, est-ce que on aura Norman en Luigi Luigi ? Bentala en Mario. Il aura fait Mario et Sonic. C'est assez incroyable. Non, mais disons que c'est... Je sais pas ce que vous pensez de cette affiche, avant qu'on passe à autre chose. Bah, moi, si je peux me permettre de commencer, Oui. J'aime beaucoup l'espèce de cohérence dans le bordel qu'ils ont foutu dans les décors du château et du village du royaume champignon. C'est plus des clins d'œil, c'est tellement de coups de coude que tu finis KO. Tu vois, c'est tellement de... Et t'as vu, et regarde, là c'est Mario 3, et là c'est Mario Odyssey, et là c'est 3D World, et t'as vu, là il y a Captain Toad, et t'as vu, il y a les pins sur le sac de Captain Toad, bah c'est les posters de Super Mario Odyssey. Ouais, c'est ça. Et t'as vu, c'est tellement de coups de coude que finalement ça donne une cohérence au tout, tu reconnais plein de choses de l'univers, il y a même des niveaux carrément qui sont dans l'air, des niveaux de certains jeux, ça donne une cohérence dans le bazar, et j'aime bien ce bazar rangé. Ce bazar pensé, je trouve ça plutôt joli. Je trouve ça triste pour le cul de Mario, parce que du coup, il a des culs de vieux, on dirait ceux de Mors-moi sans hésitation. Il a un cul de vieux. Après, il est plus tout jeune, Mario, vous savez. C'est vrai. C'est pour ceux qui ont la rêve de Mors-moi sans hésitation. Je pense qu'on est à peu près 100 à l'avoir en France, et à la fin, faudra qu'on s'entretue pour devenir la dernière personne qui connaît Mors-moi sans hésitation. Et ouais, je suis triste parce que c'est pas logique qu'il ait un cul comme ça en plus. Non mais c'est vrai, moi je le mate et je me dis mais il y a un problème avec son cul, c'est pas normal. C'est un ancien Mario, mon gars, il a du kilométrage. Ouais, mais avec toute cette marche à pied, avec tout ce footing, c'est pas normal, avec tous ces squats. Mais même, je veux dire, le cul est inexistant. Je sais pas, il y a peut-être une tentative d'iconiser à ce point Super Mario. Le problème, c'est qu'il a des proportions qui sont un peu plus réelles, même si la tête est beaucoup trop grosse. Mais il y a une telle recherche de s'absoudre du réel et d'une volonté d'effacer tout élément de sexualisation d'icône du jeu vidéo que je trouve qu'il y a un décalage. Je suis en train de partir sur vraiment une analyse du cul. Mais je trouve qu'il y a un vrai décalage entre le visuel que veut proposer le jeu actuellement, même si j'ai toujours pas le visage, entre ce que veut proposer le film, et
Et ce cul qui, du coup, vraiment fait tâche dans cette truc. Vraiment, je trouve... Moi, c'est le premier truc qui m'a sauté à l'œil, c'est le cul. Mais c'est... Et si je comprends bien, le cul, il est parti dans le bide. J'espère. Bah là, devant, il y a une petite boucle, là. Oh là là, mais il est plus tout jeune, laissez-le tranquille, le bide, le cul, à son âge. J'aimerais bien vous y voir. Est-ce que je peux juste le placer, cette évolution du cul qui est quand même très curieuse, compte tenu du fait que sur la Switch, on a déjà eu le déboire des tétons de Mario, qui existaient et qui ont arrêté d'exister d'un jeu à l'autre. On a eu l'étude volumétrique de la caquette de Luigi. Là, ce que je vois, tu vois, c'est si tu prends un peu de recul, surtout, c'est que tu te rends compte que Mario, son tronc, c'est une sphère. Oui, c'est une boule. Et du coup, bah, le cul ne ressort pas dans la mesure où il est intégré dans cette sphère. Le ventre, tub, téton. C'est un cul intégré. Après, très bien. Il aurait peut-être eu un cul si les joueurs n'avaient pas, comme l'a dit Étagère. Mais pour moi, c'est la faute des joueurs. Ça. Après, moi, ça me choque pas. Le seul truc qui vraiment aussi me choque, c'est je trouve les tops moches. Ils ont un air niais et teubé. Le bleu là, regarde le bleu là. J'ai envie de les frapper, mais genre c'est. Je comprends pourquoi la princesse Peach s'en sert pour se protéger d'attaques dans Smash. Je ferai pareil. Et avec plaisir. J'ai envie de les voir souffrir. J'ai envie de les voir souffrir. Mais... Non, ils m'énervent. Mais sinon, après, je trouve ça très cool et je suis très curieux de voir le trailer ce soir. En vrai, ouais. Là, au moment où vous nous écoutez, le trailer est déjà sorti. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme ça, on va pouvoir comparer nos attentes et vos avis. Dont on discutera, je pense, dans le prochain podcast. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien. C'est coloré. Ça promet, en vrai. Vu que comment c'est rempli, ça donne de l'espoir. Et toi, Mage? Bon, complètement. Je suis désolé. Vous m'avez déjà vu aller au cinéma combien de fois depuis que je suis Est-ce que tu irais voir le film Sonic 3 avec moi? Non. Mais il y a Shadow. Non, j'irai pas voir Sonic 3 au cinéma. J'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2. T'as pas vu le moment où Sonic il appelle le monsieur papa? Non, il le fait pourtant. Moi, si je devais rajouter une dernière chose, après bon, tu continueras, mais si moi je voudrais rajouter une dernière petite analyse, le cul de Mario. Peu importe que le film sera bon ou pas, ou juste moyen ou sympathique, tu vois, je m'en fous. Ce que je sais d'avance et c'est peut-être ça qui me fait plus peur, c'est que ce soit un numéro 1. Et en général, dans ce type de production, les numéros 1, c'est pas ceux que je préfère, parce que c'est ceux qui posent les univers que je connais déjà, c'est ceux qui présentent des personnages que je connais déjà, les plus connus, les plus hype, entre guillemets. C'est pas les plus hype, c'est les plus connus, tu vois. C'est les visages qui sont là pour te familiariser avec un univers que je connais déjà. Donc j'ai peur de me faire chier, dans la mesure où j'ai peur d'avoir une histoire conventionnelle qui rappelle à elle le maximum de mécaniques extrêmement connues et codifiées de l'univers de Super Mario. Moi, j'attends plus le 2, du coup, de la même mesure que j'étais plus hype par l'idée d'avoir un Sonic 2 qui avait un Knuckles que le 1 qui me présenterait juste Sonic, tu vois. Mais les deux, c'est pas souvent un peu l'entre-deux, tu vois, ça se pose. Il faut attendre le 3 avant l'explosion. Dans ce genre de film-là, tu vois, si je récupère ce genre de mécanique, si je reprends l'exemple de Sonic, je trouve le 2 plus intéressant que le 1 dans la mesure où il fait appel à une imagerie beaucoup plus spécialisée de l'univers de Sonic qui, à titre personnel, me hype un petit peu plus. En l'occurrence, l'univers de Sonic est plus ou moins vaguement posé, mais le road movie qu'on te présente avec la dualité avec Eggman, moi je vois une dualité avec Bowser, une princesse qui est capturée, mais tu vois, Luigi, tu vois, il sera dans le 2. Pour moi. Ou vaguement, le rôle de Luigi sera plus développé dans le 2. On parlera plus de Luigi. Wario sera dans le 2, tu vois. Si on doit faire une référence à d'autres personnages qui personnellement m'intéressent un petit peu plus, tout ce qui est Wario, etc., je vois le coup venir que ce sera plus dans le 2 que ce sera développé, parce que, en tant que numéro 1, il est là pour poser des bases qui m'enjaillent pas des masses, parce que, je connais déjà ces bases. Là où Sonic 2, tu vois, comme j'avais déjà vu le 1, j'étais content d'avoir vu le 1, le 2, parler de Knuckles, c'est super. Vous me montrez le 3 avec Shadow, ok, oui, là, je suis super chaud. Mais c'est parce que ça fait appel à un imaginaire que je connais, qui me hype, moi, un petit peu plus, dans la mesure où voilà, après, c'est mon problème à moi, parce que je suis connaisseur. Je peux vous donner d'autres exemples. Cars.
Je préfère Cars 2. Cars 1 est super bien, mais Cars 2 appelle à lui un imaginaire un peu plus original, avec l'espionnage, la vie dans des voitures dans ce nouveau monde, etc., qui se détache un petit peu de la course, qui est toujours présente dans Cars 2, mais qui a fait appel à d'autres éléments et qui développe un petit peu plus son univers. Il y a 2 semaines, il détestait Cars 2. Non, il y a pas 2 semaines. C'était un peu Mais voilà, si je devais reprendre un exemple d'animation, oui, non, je sais pas, c'est un bon exemple. Quel autre exemple de film animation en plusieurs exemplaires? On pourrait prendre l'exemple des Moi Moche et Méchant, mais j'ai jamais vu, donc ça serait un petit peu compliqué, mais c'est un petit peu ce ressenti-là quand j'ai vu cette image de me dire bon, je suis content, je suis curieux, mais j'ai peur que ce soit un film introductif. Voilà. Moi, ce qui me fait le plus peur, j'espère qu'il ne sera pas écrit comme les comédies tout public sont écrites en ce moment, c'est-à-dire que je sens venir qu'on va avoir cette scène genre regardez, ça c'est moi, je m'appelle Super Mario, et là il se réveille et il ouvre son placard et il a 30 fois la même tenue, c'est rigolo, dis donc. Regardez, ça c'est tout le paysage, je vis au royaume champignon, et il commande tout ce qu'il fait. Oui. De manière un petit peu cynique, avec un petit peu de détachement. Regardez, ça c'est Peach, c'est ma princesse. Alors Mario, je suis ta princesse, mais je ne suis pas ta princesse. Oh putain, je vois le coup. et je sens venir ce coup absolument terrible avec la voix de Chris Pratt. Oh là là. Et je vis une telle angoisse. Lui c'est Bowser, je l'aime pas trop, il m'aime pas trop non plus. Oh. Et là, t'as Jack Black qui fait ses trucs de Jack Black, là il fait une référence métal. Oh didou didou. J'ai peur. Pour terminer sur la notion de Chara Design, j'attends ce trailer pour voir le Chara Design des autres personnages plus que de celui de Mario. Est-ce que Luigi peut conserver son cul? C'est la grande question. Le cul de Luigi peut être protégé. Est-ce que on peut pas se poser la question vis-à-vis de ce cul? Est-ce qu'il est pas juste un peu J'arrive pas à croire, ça fait 20 minutes qu'on parle d'un gros cul là. Alors, il arrive, il le serre. Quoi? De toutes ses émotions. Ah, mais il a les sphincters serrés, tu penses? Ah. Il le contracte. Genre, il a le cul contracté, genre, Tu sais, ou alors je vais courir. Ou alors il s'est dit, attends, je dois poser. Vas-y, là je. Non mais il arrive, il le contracte en mode trop d'émotion, c'est trop beau, vrai etc. qu'on dirait un peu Et les ensuite vêtements dans il les va. sachets où t'aspires l'air là pour le coup. Peut-être que Mais le pire en pire. c'est peut-être ça, hein, finalement son cul est là, mais c'est juste qu'on Peut-être l'a. qu'il a froid. C'est une bonne technique Mais je de suis contracter tes muscles. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Perso, Ouais. je suis curieux. Pareil. Curieux. Mais un peu frileux parce que, mais pas pour le contenu, parce que moi cette image me met en confiance sur le respect de Mario et peut-être sur ce qu'ils peuvent raconter sur. Ce qui fait peur, encore une fois, c'est de respecter la DA de Mario et de raconter une histoire avec, quand jusque là c'est censé raconter un gameplay plus qu'autre chose, un Super Mario. Là, le fait que ce soit foutu en bazar, Oui, mais c'est pas. à n'importe quel moment, ça peut devenir un parcours, tu vois. Oui. Mais donc, c'est ça dérange des pas. jeux Mario avec des scénarios explicites, bah t'as des RPG Mario qui se passent très bien, donc Oui, faut tout à fait. croire. Moi j'y crois, mais vraiment c'est le côté film introductif qui me fait peur et qui me hype pas, mais ça c'est parce que je connais bien Mario et que ce qui me hype dans Mario c'est pas la surface, c'est ce qu'il y a présenté après. Bah merci messieurs dames d'avoir participé à ce podcast de 1h30 quand même. Hein, Eh ben, Donc c'est là, on vous rappelle, c'était la nouvelle formule. Dites-nous pareil en commentaire. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui Oui, dans les commentaires, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça va nous aider quand même à essayer de construire nos D'évoluer. podcasts. Mettez-nous 5 étoiles aussi. Bien sûr. Oui, sur Voilà, tous sur les différents vos canaux services de d'écoute. podcast. On vous embrasse. Merci Elena. Mais merci à vous. Merci Étagère. Bah, de merci rien. Mage. On vous retrouve à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bisous.